Et bonjour à tous et bienvenue à ce premier épisode pilote de l'Optimiste, une nouvelle chaîne où on va partager ensemble nos petites réflexions sur l'univers crypto. Et voilà, ça va bien se passer, on est partis tous ensemble. Je suis accompagné de Sandra qui est là pour m'aider. Salut tout le monde, ravi d'être là avec vous. On va passer un super moment. Hâte de partager tout ça ensemble. Merci Sandra. Alors aujourd'hui, on se retrouve avec une météo plutôt dans le rouge. Avec, voilà, on continue de digérer cette fameuse chute du 10 octobre dernier, avec plus de 20 milliards de liquidations suite à ce flash crash du vendredi 10 octobre. Et donc on végète toujours un petit peu aux alentours de entre 106 et 112 on va dire pour le Bitcoin et 3825 pour Ethereum. Un petit commentaire Sandra là-dessus? Oui, c'est sûr que c'est un moment un peu délicat, mais ça fait partie du jeu. Il y a toujours des hauts et des bas, et c'est aussi là qu'on peut apprendre et s'adapter. Donc on reste optimiste, c'est le nom de la chaîne après tout. Ouais, ok, mais après c'est pas vraiment l'objectif de parler du prix, parce que ce qu'on va voir justement, c'est que l'écosystème continue à grandir et à se développer, peu importe finalement les soubresauts du prix. On va partir avec la première info. La première info cette semaine que j'ai retenue, c'est Alipay, donc le géant chinois, qui lance son Layer 2 sur Ethereum. Donc il va développer son Layer 2 de paiement, si j'ai bien compris. Donc Alipay, est-ce que tu peux nous dire un peu ce que c'est, Sandra? Oui, bien sûr. Alipay, c'est un énorme service de paiement en ligne en Chine. C'est une filiale d'Alibaba. En gros, c'est un peu comme un portefeuille digital que des centaines de millions de personnes utilisent pour payer en ligne dans des magasins et même pour plein de services du quotidien. Donc c'est énorme qu'ils lancent un Layer 2. Ça montre vraiment l'intérêt de ces grandes entreprises pour l'écosystème Ethereum. Ouais, c'est clair. Énormément d'utilisateurs. Ici, j'ai un tweet qui me dit que plus d'1,4 milliard d'utilisateurs, 90 millions de marchands et plus de 20 trillions de dollars qui sont traités annuellement par ce système. Donc si même qu'une portion de tout ce volume passe sur un layer 2 Ethereum, ça va être énorme en termes d'adoption et de nombre de transactions. Ah oui, c'est énorme. Ça pourrait vraiment changer d'échelle tout ce qu'on connaît. Ça montre que les technologies crypto, elles commencent à se fondre dans les services du quotidien. Donc c'est super excitant pour l'avenir. Deuxième info que j'ai retenue cette semaine, c'est le lancement de l'ICO de Megaheat. Donc c'est un autre layer 2 qui met tout sur la scalabilité et qui développe des technologies vraiment très avancées pour pouvoir avoir de nouveaux types d'applications, tellement la vitesse et le nombre de transactions par seconde seront incroyables. Est-ce que tu peux nous faire un bref topo de Megaheat, Sandra? Oui, bien sûr. Megaheat, c'est vraiment un Layer 2 qui mise sur des technologies ultra avancées comme les Zero Knowledge Rollups pour avoir des transactions ultra rapides et à très bas coût. L'idée, c'est vraiment de permettre des applications qu'on ne pouvait pas imaginer avant sur Ethereum parce qu'elles demandent trop de puissance ou de vitesse. Donc c'est un peu le futur de la scalabilité et c'est super prometteur. C'est super cool. Et puis là, on voit un move plutôt intéressant, c'est-à-dire qu'ils vont proposer une ICO, donc une possibilité d'acheter des tokens Megaheat au préalable avant le lancement. Les ICO, on sait qu'en 2017 ça avait été un gros problème, ça avait débouché sur un peu l'enfer des ICO avec beaucoup d'arnaques, etc. Le fait qu'on voit maintenant dans un contexte régulatoire, on va dire, plus favorable aux États-Unis, le retour des ICO, est-ce que ça change quelque chose par rapport à cette grande tendance des airdrops qu'on avait vu ces dernières années? Ici, on va plutôt partir sur une ICO et moi, je pense que c'est quelque chose qui peut revenir. Que penses-tu, toi, Sandra, de ce move? Je pense que ça montre qu'il y a une volonté de faire les choses de façon plus transparente et encadrée. Ça redonne une crédibilité au ICO si c'est bien fait. Et c'est vrai que ça peut rééquilibrer avec les airdrops en donnant aux gens la possibilité d'entrer tôt,
façon plus officielle. Donc oui, je pense que ça peut vraiment redevenir une tendance, mais avec plus de maturité cette fois. Yes, Megaïs qui avait déjà vendu des NFT, donc il y avait déjà eu 10 000 NFT de vendus, qui était une espèce de pré-ICO déguisé. Et maintenant qui donc lance son ICO, c'est intéressant si vous êtes intéressé, non, pardon, si vous êtes intéressé par ce projet, ben, vous pouvez dès à présent vous enregistrer sur leur plateforme pour signaler que vous seriez intéressé par cette vente de tokens. Vous pouvez et vous devez, si vous êtes intéressé, faire une vérification d'identité, donc il y a un KYC. Voilà, vous devez donner une preuve d'identité et une preuve d'adresse, parce qu'il y a évidemment toujours certaines juridictions qui sont exclues de l'ICO, comme par exemple les États-Unis ou la Grande-Bretagne, si j'ai bien retenu. Oui, c'est ça. Il y a toujours des restrictions selon les pays, donc c'est important de bien vérifier ça. Et effectivement, si on est intéressé par le projet, c'est le bon moment de se renseigner et de faire les démarches. C'est toujours super important de bien comprendre où on met les pieds. Yes. Megaïts qui en même temps vient d'annoncer un espèce d'oracle en temps réel et en on-chain, donc construit en collaboration avec Chainlink, le célèbre oracle bien connu dans l'écosystème. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi c'est différent des autres oracles? Pourquoi ce que Megaïs ici vient de présenter dans le Real-Time Data Streams, et pourquoi c'est important? Alors, ce qui est vraiment important, c'est que ces data streams sont en temps réel et directement on-chain. Donc, il y a une transparence totale et c'est hyper rapide. Contrairement aux oracles classiques qui peuvent avoir un petit décalage, là, on a des données fraîches et ça ouvre la porte à des applications ultra sensibles au temps, par exemple pour la finance décentralisée. Donc, ça change vraiment la donne en termes de vitesse et de confiance dans les données. Ouais, ça, je pense que c'est quand même important de souligner que Megaïs a passé un tel niveau de scalabilité qu'on va avoir des choses en temps réel et des applications qu'on n'a pas encore eu l'habitude de voir. Vraiment, il y a un saut vraiment très très important dans la scalabilité qui fait qu'au niveau applicatif, on va avoir des choses très différentes de ce qu'on connaît. Oui, exactement. Ça change vraiment la façon dont les développeurs peuvent imaginer les choses. On parle d'applications ultra interactives, des systèmes financiers en temps réel, des jeux et plein d'autres choses qu'on n'a même pas encore imaginées. Donc c'est vraiment un saut en avant pour tout l'écosystème. Yop. Et tout ça sécurisé par Ethereum, encore une fois, c'est ça qui est important, c'est que c'est pas un layer 1 tout à fait détaché qui finalement est voué à rester une database s'il veut vraiment scaler. Ici, ça repose sur la décentralisation et la sécurité économique d'Ethereum. Oui, c'est ça qui est super, c'est qu'on garde la sécurité d'Ethereum en arrière-plan tout en ayant cette scalabilité énorme. Donc on a le meilleur des deux mondes, la décentralisation, la sécurité et en même temps une vitesse et une capacité énorme. C'est vraiment super prometteur. Yop. Info suivante, c'est le déploiement de Tidro HQ sur la blockchain Ink. Alors Ink, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le layer 2 développé par l'échange Kraken. C'est un peu la réponse de Kraken à Base de Coinbase. Et donc il a lancé son layer 2 il y a déjà quelques temps, qui s'appelle Ink. Et bon, on va pas se mentir, le succès n'était pas vraiment au rendez-vous, dans le sens où il n'y a pas énormément de liquidité. Et pas énormément de TVL sur ce layer 2. Pourquoi? Tout simplement parce que il n'y avait pas énormément de choses à faire dessus. Et ça risque bien de changer puisque donc Ink annonce la sortie de Tidro, donc, qui est en fait une version d'AAV développée pour Ink par AAV. Donc très intéressant, il lance, donc c'est un marché de lending et borrowing classique comme on connaît bien de AAV, avec plusieurs assets qui sont supportés dès le départ, l'USDT, l'USDG, le WHET, le KBTC et le Go, le stablecoin de AAV. Donc on peut espérer qu'avec cette
ce déploiement de Tidro. Donc je ne comprends pas très bien pourquoi ils n'ont pas juste porté AAV là-dessus. Ils ont voulu développer leur propre couche au-dessus et l'appeler Tidro. Mais on peut espérer que ça déclenche un appel de liquidité important, parce qu'on le sait, lorsque AAV se déploie sur une chaîne, eh bien il n'y a rien à faire. Ça crée de la liquidité, ça appelle de la liquidité. En sachant que Ink n'a pas encore de token, en tout cas l'airdrop est un peu anticipé par tous les farmers du monde entier, et donc l'idée d'interagir avec Tidro peut ici être, pourquoi pas, une façon de vous rendre éligible au airdrop de Ink. Est-ce que tu as un commentaire à faire, Sandra? Oui, c'est clair que le fait de voir un marché de lending arriver sur Ink, ça peut vraiment changer la donne. Et le fait de l'appeler Tidro, peut-être pour marquer un peu l'identité du Layer 2 Ink, mais clairement, quand AAV arrive, ça attire du monde. Et en plus, si ça peut aider pour un futur airdrop, c'est un double effet qui peut vraiment booster l'écosystème d'Ink. Super, génial. On va terminer, pas tout à fait terminer, mais l'information suivante, c'est le fait que l'Ethereum Foundation a déposé 4200 ETH sur... non, 2400, pardon. Donc elle avait déposé 2400 ETH sur Morpholabs, sur l'application Morpho. Ça démontre quoi et ça fait partie de quel mouvement? Pourquoi c'est important? Parce que depuis quelques temps, donc il y a eu un espèce de pivot dans la gouvernance, dans l'attitude, dans la façon de gérer l'Ethereum Foundation, qui a décidé de mettre un peu ses ressources financières, donc ses Ethereum, ses ETH, au travail en utilisant les applications de la DeFi, des applications bien connues comme AAV, Compound ou maintenant ici Morpho, également sur MakerDAO, anciennement appelé MakerDAO, maintenant Spark. Et donc voilà, ça montre que finalement ils mettent leur argent où est leur bouche, hein. Et voilà, skin in the game. Donc ils démontrent que eux aussi font confiance à cette DeFi. C'est important quand même. Ah oui, ça c'est super symbolique. Ça montre qu'ils croient vraiment en leur écosystème et qu'ils n'hésitent pas à l'utiliser eux-mêmes. Ça donne confiance à tout le monde et ça prouve que la DeFi est vraiment mature. Donc ouais, c'est une étape super importante et ça envoie un signal hyper fort à toute la communauté. Yes, on va terminer avec une info vraiment très sympa. C'est le Bhoutan qui passe son modèle d'identité digitale pour ses citoyens sur Ethereum. Donc depuis 2024, ils étaient déjà sur Polygon, mais ils vont maintenant migrer au Q1 2026 sur Ethereum. C'est très important. Pourquoi? Parce que ça leur permet d'avoir un layer neutre en fait pour leur identité. Donc les 800 000 habitants du Bhoutan, pour prouver leur identité, ils peuvent s'appuyer sur la technologie Ethereum. Il n'y a pas moins de silos de données. Ils vont pouvoir utiliser des preuves cryptographiques pour montrer qui ils sont, pour accéder aux services gouvernementaux, aux services bancaires, aux soins de santé. Et donc, voilà, c'est aussi montrer que cette technologie, c'est une technologie qui peut apporter de la souveraineté à un pays, hein, alors qu'en Europe, on a beaucoup de discussions actuellement sur notre dépendance aux outils technologiques de Microsoft, notamment dans les services publics, notamment dans les départements stratégiques de nos administrations européennes. On se demande mais comment faire pour ne pas être dépendant des solutions américaines, il faut dire les mots. On cherche à avoir une souveraineté stratégique. Et on a ici un exemple d'un pays d'Asie, un petit pays évidemment de l'Himalaya, mais quand même qui utilise la technologie blockchain et un layer de settlement neutre comme Ethereum pour proposer une solution souveraine à ses citoyens. Ça, je pense que c'est fort quand même, non?
Oui, c'est très fort parce que ça montre qu'un pays peut choisir une infrastructure neutre et publique sans dépendre d'une grosse entreprise privée et ça donne vraiment de l'autonomie aux citoyens. Ils contrôlent leurs données, ils peuvent prouver leur identité sans intermédiaire. Donc oui, c'est un exemple super fort de souveraineté numérique et ça montre à d'autres pays que c'est possible. Donc c'est vraiment un mouvement inspirant. Cool. Voilà, on arrive à la fin des news que j'avais retenues pour cette semaine. Est-ce que tu as un commentaire, un petit mot, un petit appel à nos auditeurs que tu veux faire, Sandra, avant de partir et terminer cet épisode pilote? Eh ben, je dirais qu'on vit vraiment une période passionnante. Il y a plein d'innovations et des opportunités incroyables. Donc, continuez à explorer, à apprendre et rester curieux. Et surtout, merci d'être avec nous. On se retrouve bientôt pour la suite et restez optimistes. Yes, et on peut aussi faire un petit disclaimer pour dire que tout ça n'est pas un conseil en investissement, peut-être. Exactement. On rappelle que ce ne sont que des informations. Chacun doit faire ses propres recherches et bien réfléchir avant de prendre des décisions. Voilà, prenez soin de vous et à très bientôt. Yes, à bientôt les gars.